Déni, ignorance, acceptance, euphorie. Alors, où est-ce qu'on en est? Quels sont les prochains niveaux clés pour Bitcoin, pour Ethereum? Et enfin, on verra quels sont les coins que je surveille et donc la stratégie qui va avec. Alors, prêt? C'est parti! Alors avant de commencer, avant tout, on va essayer de faire un petit contexte macroéconomique. Je vous rappelle d'abord que tout ce qui concerne crypto, trading de crypto et tout ce qui concerne trading en général, c'est ici que ça se passe. Donc n'oubliez pas, on suit la chaîne et on met un petit pouce évidemment si la vidéo vous plaît. Alors, on va démarrer du coup par un petit contexte macroéconomique. Alors, n'oubliez pas que tout est lié. C'est-à-dire qu'on a beau dire que machin, les cryptos, non. Les cryptos agissent exactement de la même façon que les marchés classiques. Et donc, je sais que la crypto a amené un public un petit peu plus mainstream, un petit peu plus débutant dans le domaine du trading, mais ça ne change rien que maintenant, il y a de plus en plus d'acteurs extrêmement efficaces et que derrière, du coup, on se doit d'être extrêmement efficace. Alors, par exemple, pour moi, et je pense qu'en tout cas, ça a été un des éléments déclencheurs de pourquoi j'étais acheteur depuis donc du coup le 31. C'est tout simplement parce qu'on a eu des changements sur les indicateurs macro. Alors, quels sont ces changements? Et encore une fois, l'objectif, c'est surtout que vous puissiez noter dans un petit calepin ce genre de choses, ce genre d'éléments qui fait que derrière, la prochaine fois que ça arrive, ça pourra aussi vous faire tilt. Et ça, il y a 3 ans, par exemple, je l'aurais même pas remarqué. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois, quand on trade, quand on évolue dans ce milieu, on apprend des nouvelles choses. Et c'est le fait qu'on apprenne tout le temps des nouvelles choses qui fait que derrière, on arrive à se performer de mieux en mieux. Mais en aucun cas, on est avec toutes ces capacités. On part de loin, on part de zéro. Ça, il faut le comprendre. Et que, en tout cas, moi, personnellement, je pars de zéro dans ce domaine. Il y a 6 ans, je n'avais absolument pas les mêmes skills que j'ai aujourd'hui. Et dans 4 ans de plus, j'aurais pas les mêmes non plus. Donc tout le temps, c'est une constante évolution et c'est ça qui rend le métier superbe. Donc le gros shift qui a changé depuis un moment et que je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens ont nié, c'est tout simplement ici sur les obligations. Alors je prends les 10 ans, pour moi c'est un petit peu toutes les mêmes, mais la 10 ans est un peu référence. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Donc depuis, on va dire, un long moment, depuis le 13 novembre, donc vraiment le bottom s'est dessiné le 7 août 2020. Mais on va dire que depuis réellement, depuis mai, plus ou moins, juillet, mai, là, on a commencé à avoir un joli rallye qui s'est mis en place sur les obligations. Et ce rallye, c'est une des causes du déclin sur tout le reste du marché. C'est-à-dire qu'actuellement, dans cette conjoncture, détenir des obligations d'État, donc un des trades les plus safe qu'on peut avoir, était rentable. Et donc, c'est à ce moment-là que l'argent commence à partir petit à petit des marchés à risque. Parce que derrière, beaucoup de gens savent que si ici, les obligations commencent à être rentables, l'argent va sortir. Et donc, finalement, que le trade macro à prendre, c'est tout simplement de se placer sur ce genre d'actifs. De même que se placer sur le dollar était aussi le trade le plus rentable. Donc, ces éléments ensemble ont fait que ici, à ce moment-là, il y a eu un shift. Et que si on ne comprenait pas ce shift, eh bien, on se retrouvait évidemment piégé dans des marchés, actions, etc. Alors, n'oubliez pas, les gros portefeuilles, évidemment, je parle des gens comme Buffett, comme Soros ou autres, observent ce genre de choses. Et quand il y a un changement là-dedans, généralement, il est avant le changement sur le reste. C'est-à-dire que ici, on a déjà des indices. De la même façon que quand on a commencé à chuter, ici, on a eu des indices. Et ça, c'est arrivé le 10 novembre. Alors évidemment, c'est arrivé le 10 novembre, ça a mis du temps, on a eu des faux rebonds, mais là, on a commencé à vraiment shifter la tendance. Donc ça ne va pas se rattraper tout de suite. On peut avoir des pullbacks, mais là, on a réellement eu un changement structurel. Donc ces éléments-là sont en faveur du risk-on. Malheureusement, on ne peut pas savoir combien de temps, mais pour l'instant, pour un petit laps de temps ou pour un laps de temps, on a eu une brèche qui s'est ouverte. Et donc, peu de gens en profitent. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont loupé le coche. Pourquoi? Parce que finalement, le coche est difficile à attraper. Si c'était facile, tout le monde serait gagnant. Tout le monde gagnerait de l'argent en bourse. Et malheureusement, on le sait, c'est une minorité qui gagne de l'argent en bourse. Alors, pour moi, ce qui est beau en bourse, ou en tout cas ce qui m'a motivé, c'est qu'on a tous les mêmes chances de gagner en bourse. On a tous. Moi, je suis parti de rien. En bourse, je n'avais pas fait d'études liées à la bourse. Et pourtant, maintenant, j'arrive à faire de l'argent comme j'aurais jamais fait ailleurs. Et ça, c'est ça qui me plaît. C'est que derrière, finalement, on a tous les mêmes chances. Évidemment, il ne faut pas suivre n'importe qui. Parce que par exemple, on peut le voir, des gros comptes Twitter américains sont ceux qui racontent le plus de merde.
Donc, maintenant, on va passer un petit peu aux 4 phases de marché pour essayer un petit peu de déterminer où est-ce qu'on en est. Alors, réellement, c'était magnifique, tout simplement, ce run, parce que tellement de gens l'ont ignoré et tellement de gens ont préféré ne pas le suivre. Alors, encore une fois, en aucun cas, c'est pour me moquer, en aucun cas, c'est pour chercher à dénigrer, on va dire, ceux qui l'ont loupé, parce qu'on fait tous des erreurs, on en a tous fait. Si je calcule et que je commence à énumérer le nombre d'erreurs que j'ai pu faire sur un marché financier, on serait là à parler toute la journée, toute la nuit, de nombre de conneries qu'on a fait, que j'ai fait, etc. Il faut pas l'oublier, on s'en fout. La question n'est pas de savoir si oui ou non on l'a pris, mais c'est de comprendre pourquoi on l'a pris ou pourquoi on l'a pas pris. C'est ça la bonne question à se poser. C'est pas maintenant derrière de faire un constat et de se dire ok. Donc maintenant qu'on a fait le constat, on va essayer tout simplement de construire avec ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a actuellement d'après moi? On a une tendance haussière en weekly, en daily, en 4 heures. Ce qu'on n'avait pas depuis très longtemps. Alors on va parler des 4 phases, mais on va surtout aussi parler du trade de l'année qui a été pris ici avec toute ma communauté, à savoir le trade option. D'accord? C'est-à-dire que derrière, c'est un contrat qui sera rentable et qui commencera à devenir extrêmement rentable si on vient chercher les 20 000. Vous allez me dire, on va peut-être pas aller chercher les 20 000. Oui, mais c'est pas grave. D'accord? Il suffira juste d'un squeeze haussier et d'aller chercher peut-être les 18 000 tôt ou tard pour que derrière cette option devienne rentable. Alors voici une des parties de mes cartes de PNL. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais finalement, comme vous pouvez le voir ici, c'est du x10. Alors non, c'est pas un shitcoin, non, c'est pas une crypto exotique, non, c'est tout simplement un superbe trade sur les options. Alors, je vous l'ai énoncé, j'en ai parlé à mes élèves, j'ai essayé de décortiquer dans les briefings à tous mes élèves comment vraiment le mettre en place, le comprendre. Mais ce genre de trade, finalement, voilà, ça arrive rarement, ça peut arriver une fois, 2 fois dans une année peut-être, mais c'est le genre de trade où derrière, si ça marche, et encore une fois, si c'était facile ou si c'était garanti, on serait tous en train de le faire. Mais si ça marche, ça explose. Donc tout ça, c'est dans ma formation tout simplement que j'ai mis en place sur mon site internet sur les options. Mais j'en parle aussi gratuitement sur YouTube, sur d'autres exemples. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, on a eu un environnement ultra peu volatile. Regardez ici, il n'y avait plus de volatilité et la volatilité était à son plus bas depuis des années. C'est-à-dire que finalement, on était dans un environnement où si on était acheteur de volatilité, eh bien, on avait quasi garantie de gagner. Pourquoi ? Parce que vous le savez, le Bitcoin n'est pas censé être plat. C'est-à-dire qu'il est toujours volatile. Et donc, à un moment donné où il n'est pas volatile, il y a peu de chances qui deviennent stagnants à vie. Donc, si on achète la volatilité, on achète quelque chose de favorable. Donc, maintenant, on va essayer de mettre en place un petit peu quelles sont les 4 phases pour que derrière, on essaye de déterminer ensemble où est-ce qu'on en est. Donc, la première, on en avait dit, c'est le déni. Correction, l'ignorance. Correction, l'acceptance. Correction, l'euphorie. Ça, c'est classique. C'est-à-dire que très souvent, c'est à ça que ressemble une courbe de prix. Alors, vous savez que ce genre de courbe de prix peut être répercuté sur les unités de temps courtes comme sur les unités de temps longues. Donc, par exemple, sur un mini swing, on peut avoir ce type de comportement. Ça arrive. C'est un petit peu, et comme vous pouvez le voir, ça représente un petit peu l'héliotisme en fait. Généralement, c'est toujours comme ça que ça passe. 1, 2, 3, 4, 5. Et derrière, la vague de correction, par exemple. C'est toujours comme ça. Quasi toujours. Encore une fois, on peut avoir des vagues plus grandes que l'autre. La difficulté, c'est de savoir où on en est. Mais personnellement, voilà, dans ma tête, en tout cas, je pense qu'on n'est pas loin de l'acceptance, mais on n'est pas encore dans l'euphorie. D'après vous, combien de personnes n'ont pas réussi à acheter ? Est-ce que vous avez réussi à acheter ? Est-ce que vous avez acheté, par exemple ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas acheté. Et du coup, ça fait qu'il y a tout à fait la possibilité d'aller continuer à hausser. Et bien qu'on ait plus d'énergie, bien qu'on est dans des zones extrêmes et bien qu'on ait encore la possibilité évidemment de corriger violemment parce que c'est une parabole, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'attendent que ça, de pouvoir avoir une correction pour rentrer et derrière finalement de pouvoir attendre cette correction pour se placer. Mais quelle est la douleur maximum ? Quel est le scénario qui fait le plus mal ? Eh bien évidemment, c'est d'aller très 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 vite jusqu'à la prochaine résistance. Et ça fera beaucoup plus mal que si ici on a un joli pullback bien dessiné, donne la possibilité à pas mal de gens de se placer et de hausser. Alors encore une fois, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Je suis jamais sûr. Quand j'achète, quand je vends, je suis jamais sûr de rien. La seule chose dont je pense être une possibilité, c'est que derrière ici, la douleur, c'est justement de ne pas s'arrêter et d'aller très très vite continuer à hausser. Il y a encore peu d'open interest, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas rentrés
et il y a encore tout à fait la possibilité d'aller continuer, au moins déjà d'aller chercher ici les 21 500. Ici, c'est le niveau où il y a le plus de liquidité. C'est le niveau où il y a une belle poche, il y a beaucoup de stop loss, beaucoup de gens confortables, et donc si on le franchit, il y aura des liquidations à prendre. Donc pour moi, le fait qu'on se soit arrêté juste devant, ça paraît un petit peu étrange. Donc pour moi, encore une fois, plutôt que de chercher à shorter, j'irai chercher des achats. Et encore une fois, faut pas penser qu'il faut chercher des achats confortables. Je pense pas qu'on aille tout de suite. Et encore une fois, tant mieux si c'est le cas. On vient chercher ici, je pense que la prochaine poche de liquidité se trouve dans les 19 500. Donc si réellement on vient chercher les 19 500, j'hésiterai pas, je rentrerai. Là, évidemment, quand on rentre ici, ça fait un petit peu peur. Pourquoi? Parce que évidemment, on peut commencer à corriger. Mais on peut aussi le tenter. Il n'y a rien qui nous empêche d'acheter là et de se dire, ok, voilà, j'ai un stop loss plus ou moins sous les 19 000 ou alors un stop loss très serré vers les 20 000 et au moins je tente et derrière, j'ai quand même une target qui est ambitieuse mais intéressante, à savoir les 22 000 par exemple. Il faut savoir que c'est une question de tenter. Moi, quand j'ai acheté l'Ethereum à 1200, donc du coup, c'est un trade qu'on a pris en newsletter, donc juste pour vous montrer un petit exemple de à quoi ressemble ma newsletter pro et du coup, la stratégie qui a été employée depuis le 2 janvier, c'est que très souvent, je fonctionne avec une vidéo et une annexe. Donc l'annexe permet tout simplement ici d'avoir tous les niveaux clés sur Ethereum, sur Bitcoin pour essayer vraiment de comprendre ce qui se passe. Et dans l'annexe aussi, ce que je fais généralement, c'est que le plan de trading que je mets en place, tout simplement, j'essaye de le détailler avec pourquoi je suis rentré, parce que pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et aussi, finalement, des take profit 1, 2, 3. Et comme vous pouvez le voir, évidemment, sachant qu'on ne pouvait pas savoir jusqu'où aller, d'abord, je me suis permis tout simplement d'emmagasiner un TP1 à 266, un TP2 à 1302 et ce que j'appelle le runner. Donc le runner, normalement, c'est 30% de ma position. Alors on peut faire plus, on peut faire moins, mais déjà 30%, c'est déjà génial. Parce que là, finalement, j'ai remboursé. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, maintenant, je suis en gain. Mais le fait d'avoir gardé mon runner me permet maintenant d'être encore en position sur ces 30%. C'est-à-dire que si on est rentré là, donc vu qu'on est rentré à peu près 1002 et que le stop était ici, plus ou moins, eh bien, la dernière position me permet d'emmagasiner ça. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir un runner. C'est-à-dire que derrière, on peut suivre la tendance. Et donc, pour moi, maintenant, je suis ultra tranquille. C'est-à-dire que maintenant, mon stop loss, je peux le remonter petit à petit. Je n'irai pas trop violemment le remonter. Mais derrière, ici, je peux commencer à suivre la tendance de plus en plus. Et c'est ça l'avantage d'avoir un runner. On peut, par exemple, se permettre aussi, ok, maintenant, on arrive vraiment dans un niveau clé. Je veux aussi emmagasiner mon runner une partie. Donc, j'en coupe 10%. Mais c'est l'avantage d'avoir un suivi de tendance. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans un environnement où le marché ne fonctionne pas ou est en range? Eh bien, le runner ne va pas avoir autant d'efficacité que si on était dans une tendance. Mais c'est tout simplement le principe du swing trading. Le swing trading, ça marche si on a une tendance. Donc, il faut évidemment être prêt à assumer plusieurs fois que la tendance ne fonctionne pas, etc. Mais c'est le jeu. Il faut le savoir. Et donc, par exemple, un autre trade qui a été évidemment la star de la newsletter, le 2 janvier, ça a été aussi le OP, où on est rentré à 96 centimes. Alors, personnellement, voilà, encore une fois, je ne pouvais pas savoir ou j'étais pas sûr qu'on irait chercher les 1,80, mais en tout cas, je voulais me permettre de rester jusqu'à 1,80 ou de rester plus longtemps s'il y avait cette possibilité-là. Et comme vous pouvez le voir ici, on est rentré ici à 94 centimes. On a une entrée parfaite et maintenant le runner, c'est lui qui fait le travail. C'est-à-dire que là, je peux être tranquille. Évidemment, il faut avoir les reins solides pour pouvoir voir ça. Et derrière, on n'a plus qu'à attendre un petit peu de voir ce que fait le prix, où est-ce qu'il va s'arrêter. On a de la place, on a le temps de voir le trade respirer. Et ça, c'est l'avantage quand on fait du swing trading ou quand on se place au bon moment. Donc pareil, je vous rappelle évidemment que ma newsletter, c'est tous les lundis après l'ouverture US. Donc cette semaine, il n'y a pas d'ouverture US, mais ça restera quand même lundi comme newsletter. Donc pareil, je vous rappelle aussi que tout ce qui se passe sur mon site internet, captaintrading.com, donc les choses gratuites restent évidemment gratuites, mais tout ce qui sera payant ici va subir une hausse de prix comme chaque année en début d'année. Donc évidemment, si vous souhaitez bloquer les prix, c'est dernier délai aujourd'hui et demain, sinon c'est terminé et désolé, mais je ne pourrai pas revenir en arrière. Donc allez-y, c'est maintenant ou sinon, tant pis, vous devrez subir la hausse de prix. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre? On va essayer de comprendre un petit peu les niveaux clés. Ethereum, parce que là, je viens de faire ceux du Bitcoin, donc
On va les revoir une dernière fois pour conclure. Où sont les niveaux clés pour Bitcoin? Donc pour moi, évidemment, le niveau clé qui nous attend, il est ici, à 21 444. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'on y est allé ici sur Binance Futures, mais on n'y est pas allé sur, par exemple, Coinbase. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de liquidation. Les prix futurs sont un petit peu différents de ceux des marchés classiques. Donc pour moi, évidemment, le niveau clé, il est ici, hop, à 21 400. Et le prochain niveau clé, il est aussi évidemment à 25 000. 25 000, niveau qui a servi de résistance longtemps, donc 24 400, peu importe, c'est une zone. Et derrière, l'autre niveau clé, où il y aura tout simplement, où ça peut aller vite d'ailleurs, hein, parce que c'est à partir de là qu'on a chuté violemment. Si on regarde, hein, regardez ici, support, et chute violente, eh bien, c'est les 29 500. Donc, vous voyez qu'ici, c'est un petit peu ce qui nous attend. On peut prendre par exemple Fibo, partir du haut vers le bas, et comprendre qu'actuellement, on est uniquement sur les 38,2, très proche des 38,2 de la totalité de ce mouvement baissier. Donc vous voyez qu'ici, il nous reste évidemment les 0,5, 61,8 et enfin, etc. le haut. Donc vous voyez qu'ici, on a encore largement de la place. La seule chose, c'est que comme vous pouvez le voir, ici, le RSI est fatigué tout de même. Mais, encore une fois, regardez les indicateurs techniques en phase euphorique peut tout simplement vous coûter beaucoup d'argent parce que les indicateurs techniques, ça peut éventuellement marcher avec un petit peu de retard, mais ça marche quand il y a un cycle régulier, normal, pas quand il y a des folies, des liquidations, des gens qui rentrent trop tôt, trop tard, etc. Donc, n'oubliez pas, les indicateurs techniques sont utiles, mais plus on approche de l'euphorie, plus on approche de la grosse tendance et moins ils sont utiles. Si vous regardez un peu ou vous vous rappelez du bull run de 2020, derrière, on a eu divergence sur divergence et ça n'a pas empêché le prix d'aller à 60 000. Donc, si vous étiez là en train de regarder les divergences, eh bien, ça vous aurait plutôt servi à perdre de l'argent. Donc, très attention à ça. Donc, pour Ethereum, c'est pareil. Donc, Ethereum, tout simplement, est maintenant sous résistance. Donc, la résistance clé, elle est ici à 17, à 1684 pour être précis. Ou 1650, on vient de s'y arrêter. Vous voyez qu'ici, il y a un petit trou de liquidité, ce qu'on appelle un imbalance. Donc un imbalance, c'est tout simplement un endroit où il y a eu un déséquilibre au niveau de l'offre et de la demande, au niveau des achats et des ventes, tout simplement. Donc du coup, il n'y a que une partie qui a été honorée. Je vous rappelle que dans les contrats futurs, c'est une position achetée pour une position ouverte. C'est-à-dire que forcément, s'il y a de l'open interest, c'est parce qu'il y a une position qui a été ouverte mais qui n'a pas été fermée, que ce soit long ou short. Donc ici, pour clôturer, on va dire, toutes ces positions qui ont été déséquilibrées, il faut se rendre là-dedans. Donc c'est des zones qui sont très fébriles. De la même façon que ici, ça a été une zone fébrile et ça restera une zone fébrile qui a été comblée à moitié. Donc toujours pensez que ce genre de zone ici, ce genre de bougies maigres, sont des bougies qui sont fébriles et qui peuvent être franchies très rapidement. Regardez ici. On n'a pas hésité, c'est-à-dire qu'on a eu la résistance. Une fois la résistance franchie, on a comblé l'intégralité de cette bougie en quelques secondes. Donc, plus il y a des muscles, c'est ce que j'appelle, donc plus il y a des bougies comme ça, les unes à côté des autres, plus finalement, c'est des zones difficiles à atteindre ou à franchir. En revanche, quand il n'y a pas ici, quand c'est maigre, quand c'est fébrile, ça va très vite. Donc, maintenant, on se retrouve sous la résistance, juste en dessous. Pour moi, il y a encore beaucoup de gens qui sont confortables, certainement, ici, avec leur short, où il y a encore des gens qui se disent « Ouf, j'ai eu de la chance, je ne me suis pas fait liquider, c'était pas loin. » Heureusement. Donc, on va dire qu'on est très très proche, peut-être, de faire mal à ces gens-là. Donc, pour moi, encore une fois, plutôt que de chercher à short, voilà, je préfère chercher des achats, quoi qu'il arrive. Alors derrière, je préfère me tromper si j'achète trop tôt. Alors encore une fois, je suis déjà acheteur à 1002, mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer la volatilité. C'est ce que je fais avec mes élèves, c'est ce que je fais avec tout le monde. C'est-à-dire que là, j'ai un swing trading, mais non, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Et j'essaye tout simplement de gagner. Quand je suis arrivé en plein été de 10 000 à 200 000 dollars en 4 mois, c'est pas parce que j'ai fait du swing trading, c'est parce que tout simplement, je suis rentré, je suis sorti, je suis rentré, je suis sorti. Et pour moi, finalement, on est dans une conjoncture similaire, à savoir que on est dans un run que beaucoup ont ignoré et veulent ignorer, mais qu'on a tout à fait la possibilité de continuer ce run. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, je suis pleinement engagé, tout simplement, et que mon objectif, c'est de faire un maximum d'argent. Encore une fois, c'est pas de faire encore acheter la crypto qui va faire x10, non, ça je m'en fous. Je suis juste là pour gagner sur les fluctuations de marché. Derrière, je pense qu'on sera dans une situation similaire que cet été, à savoir un joli run haussier, mais qui derrière, possiblement, va repartir de zéro. Donc, c'est exactement ce que je veux éviter. Donc, c'est pour ça que derrière, moi, personnellement, je m'engage uniquement
sur les fluctuations de marché et j'investis dans rien de nouveau. J'ai déjà mes bitcoins, je rachèterai des bitcoins quand il redescendra sur un support, mais personnellement maintenant je trade sur les futures. Ça me va parfaitement. Donc on va enchaîner finalement avec les coins qui sont tout simplement partie de mon plan de trading. Ceux que je surveille parce qu'ils sont à la mode. On a vu qu'il y a pas mal de modes. Donc la première, c'est tout simplement Ethereum, blockchain avec LDO, donc tout ce qui est LSD, donc tout ce qui est gouvernance d'Ethereum, etc. Donc LDO, ça a été l'une des plus belles performances. Et donc finalement, des coins qui sont similaires à lui peuvent aussi, voir de belles perfs. En tout cas, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. De la même façon qu'il y a eu un petit peu de gaming avec le GMT qui a explosé. Je ne sais absolument pas pourquoi il a explosé, quelles en sont les raisons. Tout ce que je sais, c'est que ici, il y avait de l'argent. Donc pareil, à un moment donné, il y a des gens qui vont se faire piéger, mais aussi à un moment donné, ça va être le moment peut-être d'acheter un pullback. Encore une fois, ça va dépendre de comment ça se passe, etc. Là, j'irai pas forcément l'acheter tout de suite, bien que je vois qu'on est en train de consolider sous un support. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple le Frax. Je vous en ai déjà parlé mercredi dernier. Donc, vous voyez que depuis mon achat, donc derrière, on a le Frax. Donc, assez intéressant. Vous voyez que pour l'instant, il est certainement dans un pullback. En tout cas, moi, il m'intéresse. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'achat était d'une violence inouïe, évidemment. Encore une fois, il faut regarder ce que je fais. Il faut essayer d'être curieux parce que l'objectif, c'est pas que vous fassiez du copier-coller parce que, évidemment, je peux me tromper et que si vous faites du copier-coller et que je me trompe, au lieu de vous en vouloir à vous, vous allez en vouloir à moi. Alors que finalement, personnellement, je tente des choses et je le dis à chaque fois. Chaque fois que je tente quelque chose, c'est assujetti à une possible perte. Mais derrière, ça peut marcher. Et quand ça marche, on essaye de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc pour moi, le Frax, je l'ai acheté ici et je suis confortable. Maintenant, je peux le laisser voir évoluer. Donc évidemment, je me suis servi. Mais maintenant, où on est, et ça va être intéressant. On est sous une résistance weekly. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir ici, on a un range, un joli range sur le Frax depuis quelques mois et qu'on est sur la borne supérieure du range et qu'on vient ici, à peine ici, d'aller un peu plus haut que ce range. Alors pour l'instant, c'est un rejet. Et vous voyez qu'ici, on a eu un rejet et ce rejet nous a envoyé direct chercher les 4 $. De la même façon qu'ici, le dernier rejet nous a envoyé chercher les 4 $. Donc possiblement, ce rejet nous fasse aller chercher les 4 $. Mais qu'est-ce qui peut se passer si réellement on s'affranchit de ce niveau ? Eh bien, évidemment, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que réellement, ici, vous voyez que depuis la chute du Frax, c'est allé ultra vite. Et donc, finalement, derrière, ça peut aussi, de cette façon, aller ultra vite à la hausse. Donc, ça, c'est vraiment à surveiller parce qu'en altcoin, on sait jusqu'à où il descend. On ne sait pas jusqu'à où il descend parce qu'il peut descendre très très loin, mais on ne sait pas jusqu'à où il monte non plus. Un franchissement de cette résistance serait fatal pour Frax parce que ça peut aller très 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 vite. Et donc, pour moi, ça sera quelque chose que je surveillerai de très 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 près. Il y a toutes les clés en main. Résistance, donc figure chartiste pour ceux qui connaissent, c'est tout simplement une jolie tête-épaule. Mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'elle est horizontale. Moi, ce qui me plaît, c'est pas le nom de la figure chartiste, mais c'est que le fait que la ligne est ici horizontale. Donc, une ligne horizontale sur une unité de temps importante est quelque chose de sérieux si c'est franchi. Donc encore une fois, si c'est franchi, si on achète tout de suite, possiblement on peut acheter une résistance. Mais derrière, ça sera le prix à payer pour tenter. Derrière, c'est à vous de savoir. Est-ce que vous voulez tenter, pas tenter? Est-ce que le potentiel haussier vous plaît? Est-ce que non, etc. Derrière, je ne peux pas rentrer dans votre plan. Moi, je propose des plans, mais s'ils ne sont pas personnels, s'ils ne sont pas les vôtres, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Donc ici, à surveiller de près. Le Frax, en tout cas, c'est ma victime, en tout cas que je surveille de près. Et évidemment, on verra un petit peu les autres plans que je prendrai dans la newsletter pro de lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent trading à tous. Soyez ultra vigilants, d'accord? Ne laissez pas l'euphorie vous emparer. N'oubliez pas que c'est que des courbes. Et derrière, c'est le fait que vous soyez impassible face à ces courbes qui va faire la différence avec ceux qui sont dans un état d'excitation démesuré. C'est normal d'être content. Je le suis, j'en suis ravi. Mais derrière, j'essaie d'être pleinement conscient de tout ce que je fais pour pas me retrouver perdant à la fin, pour pas me retrouver à rendre de l'argent qui m'a été donné. Donc soyez vifs, n'oubliez pas, je pense qu'on est peut-être tôt dans ce mouvement et donc c'est pas parce que c'est déjà parti que vous n'allez pas avoir votre part du gâteau. Maintenant, c'est à vous de vous concentrer et d'essayer d'avoir du coup votre part. Je vous souhaite un excellent trading à tous.